Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, je sais toujours pas quel est le numéro du podcast au moment où j'enregistre. Je sais que tu es a priori la 18e invitée, parce qu'on a reçu un groupe d'invités sur le podcast vidéo. Est-ce que tu as vu le podcast vidéo qui est sorti? Oui, j'en ai vu un. Je dois regarder les autres. D'accord. On fait ces podcasts pour faire la promotion de l'enquête. Est-ce que tu as vu passer l'enquête aussi? Oui, j'y ai répondu. Qu'est-ce que tu as trouvé des questions intéressantes? Très intéressante. Je pensais pas que j'aurais pu passer autant de temps à réfléchir aux réponses que je pourrais donner. Ben, en vrai, oui, il y a beaucoup de questions qui permettent vraiment de donner son opinion et les gens mettent beaucoup de textes dedans. On est en train de tout traiter et j'aimerais bien publier des bouts, des extraits. Mais c'est Super. assez intéressant. Je vais te poser la question. Alors, en fait, du coup, Stéphanie, tu t'appelles Stéphanie Moalik, bonjour. Bonjour. Tu habites à Brest aujourd'hui ou près de Brest? J'habite près de Brest, oui. On dit près de Brest, c'est ça. Ouais, près de Brest. J'habite pas à Brest. Nous, du coup, on s'est rencontrés sur les Startup Weekend à Brest. Oui. On s'est rencontrés ensuite quand tu faisais du freelance. Tout à fait. Je me rappelle que tu donnais des cours à l'époque et tu donnais beaucoup de bons conseils à tes étudiants. J'essayais. Et du coup, j'avais envie de savoir aujourd'hui quels sont les bons conseils que tu peux donner à nos auditeurs, qui sont des gens plus ou moins expérimentés dans leur carrière et qui veulent y réfléchir. Est-ce que tu es contente de prendre ce temps avec nous? Ah oui, tout à fait. Je pensais que c'était une blague au départ, alors que tu étais très sérieux. Mais quand t'as quand même choisi le point relais pour recevoir le micro, tu t'y attendais quand même. Oui, non, quand j'ai choisi le point relais, oui, c'était bon, mais au départ, c'est parti un peu sur... Je pensais qu'au départ, c'était une blague. Est-ce que le micro, il va bien? Moi, je l'ai jamais vu, c'est Nicolas Elringer qui l'avait avant toi. Ouais, il est vraiment sympa, il est très joli. Moi, j'aime bien ce micro. Ouais, je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. J'en ai vu beaucoup en parler dans différents streams et autres, et non, il est bien. Et puis, en plus, du coup, il est assez compact, tu lui mets la tête en bas et il rentre dans un sac à dos Oui. Et il voyage sans s'abîmer. C'est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de repose. Plus, il est tout équipé, il y a déjà le repose-pied et tout, t'as pas besoin il est pas en deux parties comme d'autres. Oui, et le pied est bien pour un pied par défaut. Oui. C'est vraiment un bon micro. On recommande le Yeti Nano à tout le monde. Tout à fait. J'en ai un devant moi aussi. Je vais te poser la question d'amorce du podcast. C'est quoi un développeur en 2021, d'après toi, Stéphanie? Alors, pour moi, un développeur en 2021, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre ce qu'on attend de lui pour produire une solution informatique, technique, mais qui sait aussi se projeter un peu dans l'avenir, mais tout en regardant ce qui a été fait dans le passé et sans dire c'est de la merde ce qui a été fait, mais plutôt réfléchir un peu à ce qui a existé avant qu'il arrive et la façon dont qui peut être réutilisé. Parce que quand on voit que y a plein de choses qui sont à la mode maintenant, mais qui existaient déjà il y a 15-20 ans, donc faut pas dénigrer ce qui a été fait dans le passé et plutôt s'appuyer dessus pour continuer à améliorer ça. C'est plus facile des projets from scratch. Hein. Ça dépend. Il y a ouais. Partir de la feuille blanche, moi des fois je trouve que c'est difficile. Surtout quand on te dit, tu choisis ce que tu veux, la techno que tu veux, et tu fais ce que tu veux. Et là, des fois, je suis, ouais, mais tu veux quoi, que je peux m'appuyer sur quoi, quels exemples? J'aime bien des fois avoir. C'est de l'architecture, ça? Ça peut être à la fois de l'architecture, mais aussi, tu peux avoir un peu de design à faire, ou vu que moi, la partie sur laquelle je bosse le plus, c'est vraiment de l'interface. Donc, des fois, on me demande aussi de faire des designs, de réfléchir à comment présenter l'écran, ce que je vais mettre dedans. Et j'avoue que des fois, à partir de la feuille blanche, ça peut me faire peur. Mm-hmm. Parce que j'ai toujours peur de me tromper, de pas faire bien, et que ça plaise pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton métier pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, actuellement, même pour ceux qui te connaissent, hein, parce qu'en vrai... Ils me connaissent parce qu'ils savent pas forcément ce que je fais. Je suis développeuse web. Je fais principalement du front chez OVH Cloud pour la partie Internet Access. Internet Access. Et du coup, tu portes le titre UX de temps en temps. Ça veut dire que faire du front chez OVH, c'est faire de l'UX aussi?
Alors, faire du X. C'était pas une question si mauvaise. Hein. Non, c'est pas une question si mauvaise parce que, en fait, chez OVH, on a tendance à mélanger des fois un peu UX, UI. Donc, on fait un peu du moins. Moi, de mon côté, je fais du design sur les outils internes. Je le porte. Sinon, quand c'est plus sur tout ce qui est manager, c'est porté par une équipe vraiment de design. Et derrière, j'intègre dans le manager qui permet aux clients de configurer leur modem et leurs over the box. Donc, c'est ce qu'on appelle le manager. Donc ça, c'est géré par une équipe de designers parce qu'il y a des règles à mettre en application. Et sinon, quand c'est des outils internes, je m'occupe plus de la partie design, de faire des choses qui soient à la fois simples à utiliser, jolies, parce que quand même. Et j'essaie de faire des progrès, tout ce qui est en accessibilité, parce que c'était pas une chose sur laquelle je bossais principalement avant, mais à force de voir que ça a quand même un impact assez important, donc j'essaie de les mettre les règles de base en application, même si je sais que je vais encore m'améliorer là-dessus, mais comme tous les développeurs qui n'ont pas été formés à ça de base, ce sont des choses et des réflexes à apprendre et à mettre en pratique. On te donne le temps de le faire, l'accessibilité, ou disons que non, on nous donne pas le temps, mais comme on nous donne pas le temps de faire grand-chose, au bout d'un moment, on le prend. Hein. D'accord. Parce que en vrai, moi, je me rends pas compte. Au début, on m'a beaucoup dit l'accessibilité, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça, mais en fait, avec beaucoup de suffit de faire ça, ça prend des fois 8 à 10 fois plus de temps. C'est quoi l'effort que ça te prend aujourd'hui? En fait, c'est pas un effort, c'est juste de garder les bonnes pratiques, c'est-à-dire que si je dois utiliser un bouton, je vais utiliser la balise button plutôt que de mettre un style bouton sur une div ou quoi que ce soit. C'est vraiment respecter vraiment en fait les objets qui sont faits pour ça. Et déjà, rien que ça, tu mets quand même de l'accessibilité là-dessus. Donc, tu essaies d'avoir des bonnes pratiques, d'utiliser, de pas oublier de labelliser tes boutons, justement, ou tes images, pour ceux qui les verront pas, d'utiliser ce qui existe déjà en standard. Donc, s'obliger, en fait, à utiliser les standards du web. C'est vrai que pendant un moment, par exemple, il y avait une mode qui consistait à mettre l'image en background sur une div pour la positionner plus rapidement. Oui. Ça, aujourd'hui, c'est interdit, plus personne ne le fait. Hein. Non. Du moins, on essaie de pas le faire. Mais... Il y en a qui le font encore parce que ils trouvent ça joli, mais le bouton existe, c'est pas pour rien. Les arias, ça existe, c'est pas pour rien. Enfin bon, en gros, on revient au standard du web et c'est pas plus mal aussi. Bref, faire du HTML lisible, c'est bon pour tout le monde quand même. Exactement. Pour les browsers, pour nous, pour les humains. C'est pas que de l'accessibilité au final. Non. Donc on parle d'accessibilité, mais en fait non, c'est respect des standards du web, tout simplement. Ouais. On a commencé déjà par faire le web correctement. Voilà. Ok, moi ça me va. C'est très cool. T'as eu différents jobs, t'as bossé en freelance, t'as bossé en ESN, mais au final, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi ta formation initiale? Parce que ça a vachement changé comment tu as appris le métier. J'ai commencé par faire un BTS Info Indus en sortant du lycée, après un petit bac. J'ai eu la chance en fait de sortir de mon BTS au moment du bug de l'an 2000, du moins un peu avant le bug de l'an 2000, donc j'ai trouvé assez rapidement du travail. J'ai commencé en ESN, ça a été très formateur. En gros, j'ai appris les standards de développement, les règles, les cahiers de recettes, les cahiers des charges, les standards de développement, les règles de programmation, comment on fait. Donc j'ai eu la chance, j'ai toujours bossé sur des interfaces. J'ai pas forcément fait du web tout de suite. Mais j'ai toujours fait des interfaces, c'est ce qui m'a toujours intéressé en fait, faire des écrans et les boutons associés aux écrans. Donc, En vrai, en dehors du web, les interfaces, c'est quoi? C'est du Qt, c'est du WinForm? Alors, j'ai fait du Xwidget. Xwidget? Xwidget. En gros, j'ai fait des interfaces en C pour des machines AX pour aider à la en fait à la commande de centrales nucléaires. Oui, ça me paraît logique, hein. Tout à fait, vu que tout est informatisé. En gros, tu fais, c'est du client lourd avec des écrans. À une époque, en sortant en 98, 99, t'avais le choix entre Xwidget et Xwidget.
Je crois qu'une fois, j'ai déjà fait des interfaces avec un truc en Java ou Oui, j'en ai fait aussi un peu plus tard pour. Java Swing, tu crois? Ouais. C'est ça, hein, j'utilise des bonnes technos. T'avais AWT et Swing en fait. J'ai fait du GWT aussi une fois. Oui, moi C'est aussi. une mauvaise idée. Hein. Ouais, non, ça c'était pas la bonne idée. J'ai pas aimé. Personne ne parle de GWT correctement. Non, je pense que ça partait d'une bonne idée et après c'est devenu une mauvaise idée. et aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de JWT, je repense à GWT. Moi aussi. Un peu comme ça. Et après, il y en a qui me disent, mais si, Gwit, GWT. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, ça me parle. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit Gwit à la place de GWT. Oui. Comme un peu Jason et Jason. Jason, non. Moi, je dis Gison et puis voilà. Ok. Pour moi, c'est très clair. Mais t'es resté longtemps en ESN en plus. J'en ai fait plusieurs en fait. Je commençais en région parisienne parce que j'ai grandi là-bas et au bout de 2 ans, ça m'est un peu. J'ai préféré retourner à mes racines bretonnes. Donc je suis arrivée sur Brest et là je travaillais aussi dans une ESN pendant pas mal d'années et j'ai alterné. Est-ce que encore pour du nucléaire ou pas? Non, là j'ai fait j'ai fait un peu de j'ai bossé un peu pour c'était Thales, c'était sur les où là j'ai fait justement du swing et de la WT. C'était pour les tracer les routes pour les bateaux quand ils partaient en mission pour éviter les mines. J'ai bossé sur la guerre des mines et après je travaillais beaucoup dans le bancaire. Donc là j'ai fait du COBOL. Du moins, j'ai fait des écrans en COBOL. Des écrans en COBOL? Ouais, en Telon. Pour moi, un COBOL, avec ça sert juste à programmer l'S400. Je savais pas qu'il y avait des visuels dessus. Ah si. Quand tu vas chez Darty ou Boulanger, quand ils sélectionnent ton matériel, l'écran il est fait en COBOL. C'est du Telon. C'est genre un écran. Pour moi, c'est genre un terminal évolué où il y a genre tout qui est en point d'exclamation, les colonnes. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est de la programmation, c'est de l'interface quand même derrière. Ça, ok. Ouais. En fait, t'es limité sur 80 colonnes. C'est là où tu restes avec les règles de 80 colonnes, donc tu peux pas dépasser. Tu mets un petit peu de couleur aussi, si c'est un message d'erreur, ça l'affiche en rouge. L'écran par défaut, du moins les zones de saisie sont surlignées, mais ça va être en rose parce que tu peux saisir, bleu pour mettre que c'est du texte. T'as quand même des règles aussi qui existent, donc. Mais ça, c'est des conventions ou c'était déjà dans le framework? Le framework, en fait, il te permet de choisir les couleurs. T'as pas beaucoup de couleurs, t'as le vert, le rose, le rouge, le jaune, enfin bon, les couleurs RGB de base, et le blanc. Mais le blanc est plus souvent utilisé pour la programmation ou pour les messages de menu en haut. T'as les touches de fonction que tu peux utiliser par défaut, que tu peux les programmer. Alors, ce qui est très drôle, en fait, les touches de fonction, ça va de F1 jusqu'à F24. J'ai jamais eu un clavier avec 24. Tu fais Shift. Tu fais Shift. Si tu fais Shift et ta touche de fonction, ça fait ça commence à F13. Si tu fais Shift F1, c'est F13. Pour moi, ces boutons-là, ils servent à changer de terminal. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Puis quand j'ai commencé à bosser dans le bancaire, j'ai appris ça. Puis après, j'ai commencé à évoluer aussi, donc à faire la version, on va dire, plus web de ces vieux écrans, parce qu'on commençait à passer à l'internet un peu partout. Et j'ai quand même fait 12 ans dans le bancaire. Mais en même temps, en fait, je me rends pas compte à Brest, parce que quand on est à Lille, il y a du retail, à Toulouse, il y a beaucoup d'aéronautique. À Brest, il y a un grand client bancaire qui est le Crédit Mutuel Arkéa. Voilà. C'est quoi les industries dans lesquelles un développeur travaille quand il est à Brest? En fait, à Brest, les deux gros, on va dire, les deux gros fournisseurs, non, 3. Ouais, il y a 3, en fait. T'as le bancaire, le militaire et l'agro. Donc les 3 secteurs principaux. C'est là-dessus, c'est vraiment les principaux. Et après, t'as des petites sociétés autour. T'as le siège quand même de BNB Hotel qui est aussi. Donc après, t'as Thales et DCN. Donc Thales, tu peux aussi bien faire de l'aéro, de l'aéroporté ou du sous-marin. Et dans l'agro, t'as tout ce qui est Copagri,
Tu trouves aussi l'Ascarmore pour Leclerc, donc qui est la chaîne d'achat, où l'Ascarmore étant à Brest, c'est pour ça que tu peux bosser là. Donc dans les Copagri, Even, pour ceux dont je me souviens. Le port militaire est quand même vachement présent à Brest. Hein. Oui, tout à fait. Les gens qui n'ont jamais vu la ville, il est quand même. En plus, il est tellement physiquement détaché parce qu'il est en bas. Tu sais, genre, tu le traverses pas, quoi. Il est pas, c'est pas genre il y a un grillage et tu vas pas. C'est genre il est là, mais en il est là, il est loin. il est là, il est présent, tu le vois. Et des fois, il est au bout, mais tu sais que tu peux pas y aller. C'est ça. Non, c'est rigolo. Ou c'est comme quand tu prends le tram aussi, tu passes sur le pont de Recouvrance et tu vois qu'il est juste en dessous. Il y a les téléphériques aussi. Hein. Touristes, hein, les téléphériques. Hein. T'avais réussi à fonctionner ce jour-là. Ouais, j'ai eu de la chance. Le téléphérique, clairement, il est là pour les touristes. Les gens ne le prennent pas pour aller travailler, quoi. Non. Je l'ai encore jamais pris. Bah écoute, il est sympa à prendre en photo. Ouais. Non, je l'ai vu arriver, mais je suis jamais allée dedans. En vrai, la nuit, il est beau quand même, je trouve. Ah, mais c'est classe, hein, ça donne un style, mais j'en vois pas l'intérêt. Non, je pense qu'il sert pas. C'est pas un moyen de locomotion. Non. Mais c'est décoratif, hein, clairement. Tout à fait. On visualise bien Brest, on visualise bien ton parcours. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à aborder pour parler de ton parcours pro, des choses qui sont marquantes, des expériences que tu as vécues, des choses que tu as appris? Disons que comme j'ai fait pas mal de sociétés différentes, que ce soit j'ai fait de l'ESN, j'ai fait de la start-up, j'ai fait du freelance comme tu disais tout à l'heure. Je pense que dans chacune de ces expériences-là, je fais aussi du client final. Dans toutes ces expériences-là, j'ai appris plein de choses. Par exemple, en ESN, j'ai appris déjà un peu ce qui était règles de programmation, les bonnes pratiques. Moi, personnellement, je trouvais ça très formateur. Quand tu sors de l'école, on t'apprend des choses, mais c'était pas en situation réelle. Tu fais des projets, mais derrière ton projet, tu le commences, tu le termines ou tu le termines pas comme tu veux. Mais derrière, il n'y a pas de finalité, t'as pas d'utilisateur, t'as pas de retour ou tu t'intègres pas dans quelque chose déjà existant. Donc je trouvais ça très intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui était la recette, la mise en production, le suivi de la production. Quand j'ai commencé, j'ai même appris à faire des sauvegardes sur board toutes les semaines, tous les mois, vérifier que la sauvegarde fonctionnait. Ce genre de choses. C'est pas à l'école, la bande magnétique, la bande magnétique, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui travaillent depuis longtemps qu'on n'a jamais vu. Hein. C'est un système de stockage qui est quand même très capacitif, quoi. Oui. Donc et ça c'était super intéressant. Quand j'ai travaillé en start-up, j'ai découvert tout ce qui était autour des MVP, du pivot, de la définition des besoins, des tests. Quand tu commences à réfléchir à ton produit, à ce qu'il va devenir, c'était super intéressant. Ce que j'ai moins aimé, c'est que les idées changeaient tout le temps et on n'arrivait pas réellement à avancer. C'est ce qui moi perso m'a le moins plu. Parce que je suis pas câblée comme ça en fait. Deviner ce qu'il faut faire, ce à quoi pense la personne à l'initiative du projet. J'avoue que j'ai du mal à me projeter comme ça. Donc non, toutes ces expériences m'ont permis d'avancer, de continuer à apprendre, voir les choses qui m'intéressaient vraiment dans mon métier. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse vraiment quand je travaille, c'est de réfléchir à des interfaces, de rendre la vie des utilisateurs plus facile. Quand je dis plus facile, c'est d'essayer de faire une interface où tu n'as pas besoin d'avoir un manuel utilisateur qui fait une centaine de pages pour pouvoir l'utiliser. Donc quelque chose d'assez intuitif. Ça t'est déjà arrivé de devoir faire le manuel utilisateur ou d'aller devoir faire la formation des gens qui utilisent le logiciel ensuite? Alors j'ai dû faire des manuels utilisateurs dans mon premier boulot pour les centrales nucléaires. Alors c'est un peu compliqué, surtout quand tu connais rien au nucléaire, c'est pas du tout comment c'est censé fonctionner. Les calculateurs, ça te parle pas du tout. Et devoir rédiger un manuel utilisateur, c'était un peu compliqué.
Donc, Ouais, tu sais pas quels sont forcément les use cases, quoi. non, mais on m'avait juste demandé de le faire évoluer par rapport au bouton que j'avais dû ajouter. Donc, j'ai eu la chance de pas devoir tout réécrire parce que j'aurais été vraiment en peine. En même temps, comme je commençais, j'étais accompagnée, donc c'était vraiment. Moi, je trouvais vraiment ce premier travail comme très formateur. Ce que j'ai moins aimé, c'était les règles sur les couleurs. Je pouvais pas mettre je pouvais pas mettre les couleurs que je voulais parce que c'était pour EDF, fallait mettre le bleu EDF. Donc ça j'ai déjà vu, ouais. ouais, Est-ce qu'une centrale c'est comme un sous-marin, genre c'est hors réseau? Oui. Sur le manuel utilisateur, quand t'es hors réseau, c'est quand même vachement important. Genre, c'était un manuel papier. Hein. Ouais. Les cahiers de recettes, c'était des gros classeurs papier, donc. Mais c'est quelque chose. À l'école, on avait eu un sous-marinier, enfin un développeur, un ingénieur qui était parti faire sysadmin dans un sous-marin, qui était revenu, il nous dit bah voilà, du coup les codes erreurs Windows, au bout d'un moment, tu les connais tous par cœur. Hein. Ah oui, non mais c'est. Et c'est pareil, t'es obligé aussi d'écrire, de te souvenir que t'as mis des codes erreurs. Et quand tu fais le manuel utilisateur, faut pas oublier de les noter et tout bien. Pardon. Ils vont te chercher, ouais. Parce que sinon ils vont les chercher et tout ça, t'y penses pas en fait. En même temps, quand j'ai commencé à travailler, Internet commençait aussi, donc c'était pas le réflexe d'être connecté en réseau en permanence. Mais c'est des choses que tu es obligé quand même de penser que derrière tu es obligé d'écrire un manuel, tu es obligé il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que maintenant à l'heure actuelle, on en fait quand même beaucoup moins et des fois je pense qu'on perd des infos parce que on pense pas s'il y a bien un truc sur lequel on passe le moins de temps encore plus que l'accessibilité, c'est la doc. La doc du coup pour l'utilisateur parce que oui. sur un système fermé, des fois t'as juste pas la place d'expliquer tout le problème, quoi. Donc tu mets un message d'erreur qui est pas forcément suffisamment explicite et qui explique pas à l'utilisateur comment le résoudre. Et c'est pour ça que le manuel il est indispensable. Et aujourd'hui, au pire, il va aller sur internet, il va trouver Stack Overflow, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est pas la solution non plus parce que justement comme tu zappes la doc. Ça explique pas vraiment ce que tu voulais mettre en fait, donc. Ouais. De toute façon, les messages d'erreur, c'est mieux s'il y en a pas, quoi. Tout à fait. Non, mais en plus, tu te rends pas compte, genre, le nombre d'applis mobiles où il y a qu'un seul message d'erreur qui est mis en place, qui est genre, il y a eu un problème de réseau. Et en fait, il remonte message d'erreur, problème de réseau pour tout. On sait pas. Problème de réseau. Et alors, en vrai, ça a l'air comme ça d'être un souci, mais c'est parce que sur les premières versions d'iOS, le SDK, il te renvoyait pas l'erreur serveur, il te renvoyait une erreur domaine, il te renvoyait une erreur de l'OS si c'était pas un code 200 OK. Et donc, du coup, tu savais pas si c'était une erreur de réseau ou une erreur serveur, etc. Vraiment, dans l'appli, le développeur iOS, il pouvait pas dire à l'utilisateur. Et après, c'est devenu une mauvaise pratique que les gens ont gardé, quoi. C'est pareil, des fois, tu as l'API qui te renvoie l'erreur. Non, mais tu peux pas dire à l'utilisateur ce que les gens qui ont fait l'API ont écrit, non? Il y a des moments, il faut expliquer que si il a une erreur, c'est parce que il s'est trompé dans sa saisie. Ouais. Il a mis de la merde, quoi. Tu peux mettre erreur 300. Erreur 400. Erreur 400. Ouais, plutôt. Le jour, il y a un stagiaire à qui j'ai expliqué les codes d'erreur HTTP, j'ai réussi à me planter et j'ai dit pareil, le 300, c'est l'utilisateur qui a fait une erreur. Ah non, 300, ça s'est bien passé. Le résultat sera bon, mais ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Ah, mais j'avoue que pour les erreurs, de temps en temps, je refais un petit coup de Google pour vérifier. C'est quoi déjà cette erreur-là? Pour les codes HTTP? Ouais. Moi, je les oublie régulièrement. Et nous, je sais que des fois, les API, elles sont remappées avec... ils renvoient d'autres erreurs, donc... Ouais, et en plus, les 400, je trouve qu'elles sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Genre... les 400, soit t'as la 404 et tu reconnais, mais sinon, en vrai, moi, la 400, je suis toujours obligé de vérifier parce que j'ai un doute. Genre, tu changes un chiffre, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Alors que les 300, en vrai, c'est un peu toutes les mêmes. Les 500, c'est toutes les mêmes. Oui. Les 400, en vrai... Bah, les 500, tu sais que c'est un problème avec le serveur. 400, ça va taper un petit peu partout. Donc, Ouais. Non, les 400, ça vaut le coup de Google à chaque fois. oui, bah oui. Bon, des fois, il vaut mieux vérifier un coup de Google pour être sûr de pas dire des bêtises plutôt que... Les Américains, ils disent I need to double check. Du coup, aujourd'hui, dans quel type d'entreprise t'aimes bien bosser? Si tu devais changer de job aujourd'hui, tu irais dans quel type d'entreprise, par exemple? Bah, j'aime bien bosser en fait on va dire en client final, ce que je fais actuellement. C'est-à-dire qu'on on fait un produit, on fait le logiciel qui va en face, parce que je trouve que c'est plus facile de développer, de s'investir pour le produit pour lequel on bosse, sur lequel on bosse, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et j'aime bien faire ça. Et j'aime bien commencer à réfléchir à l'avenir, aux prochaines versions, ou comment faire que notre produit soit encore mieux ou qu'il soit plus visible, mieux vendu, en essayant de bien d'en faire une belle promotion, de dire ça c'est tip top. On comprend pas pourquoi les gens ne le connaissent pas plus que ça, donc vraiment essayer de voir où est-ce qu'on pêche, les parties qu'on peut améliorer, sur lesquelles nous on peut intervenir, ou essayer de voir pour remonter un peu plus haut aux personnes qui vendent le produit réellement pour que ce soit fait. Donc ça me plaît. Le client final, ça te donne la proximité utilisateur? Ouais. Ok. Est-ce que si tu retournais si tu étais de nouveau jeune diplômé aujourd'hui d'une formation équivalent à BTS, est-ce que tu retourneras en ESN? Oui. Est-ce que tu chercherais directement à aller en client final? Non, je reprendrai le même parcours. Je reprends le même parcours. Tu peux pas reprendre le même parcours. Non, Parce que je peux pas. Les jobs ont changé. Les jobs ont changé. Non, mais je pense quand même, je continue. Je dénigre pas les ESN parce que c'est quand même formateur. Moi, je trouvais que c'était très formateur. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de pouvoir commencer en tant que junior aussi, qu'on me laisse ma chance. Parce que des fois, je trouve que on va dire en client final, il faut quand même pouvoir rentrer tout de suite dedans, et j'ai l'impression que ça te laisse quand même un peu moins la possibilité de faire des erreurs, surtout en sortant de BTS. En sortant de BTS, t'es quand même, on te dit t'es développeur. J'ai commencé en même temps que des jeunes ingénieurs qui sortaient de l'école, mais moi je savais coder, je savais pas. Il y avait des choses que j'avais pas apprises, faire des estimations de charges, prévoir à peu près combien de temps ça allait me prendre pour faire tel et tel écran. Ça, je savais pas faire. Je savais le coder. Je savais, on me donnait l'aspect que je savais pisser. En fait, je savais pisser du code, mais je savais pas réfléchir à la suite, comment éditer, comment savoir la charge de travail que ça allait me prendre. J'étais Mais vraiment. ça, on n'apprend pas ça en école d'ingénieur. Hein. Il y a quand même des choses qui sont vues sur gestion. Est-ce que tu as donné des cours où tu as appris aux gens à faire la méthode Kokomo? Non, j'ai pas fait Kokomo. J'ai juste dit, voilà, vous avez un écran, comment vous le découperiez, voilà. J'ai commencé à leur apprendre un peu ce que moi je faisais, quoi. Kokomo, c'est quand même incroyable. C'est vraiment une méthode de projet, genre, et mathématiques. Tu fais le truc et à la fin, tu dis, il y aura X milliers de lignes de code à écrire. Oh là. Incroyable. Non, j'ai pas Je poussé. trouve ça fantastique. Non, mais c'est absolument faux. Bah Si oui. le résultat est faux, tu as fondamentalement faux. Parce Oui. qu'en vrai, on saura combien il y avait de lignes à écrire une fois qu'on aura écrit. Bah, tout à fait. Mais bon, t'apprends un peu plus de choses. Moi, je te dis, on avait les exercices, c'était simple. C'était, voilà, vous avez tel calcul à faire, programmez-le, quoi. Donc, faites l'algo et sortez le code. C'était ça, moi, mes cours d'informatique. J'en ai fait, mon projet, c'était ça. Mais derrière, il y avait très peu on faisait très peu d'architecture, il y a des choses qu'on faisait pas. Et quand je vois certains cours qui sont donnés dans les écoles d'ingénieurs, il y a quand même cette partie-là, pas d'estimation de projet, parce qu'on se plante toujours, faut pas se leurrer, mais tu sais quand même un peu dire que voilà, mon projet, je vais avoir besoin de temps d'écran, ça va s'organiser comme ça, tu peux quand même un peu le découper. Ça, moi perso, je l'ai pas appris en BTS. J'ai appris à le faire au fur et à mesure de mes projets, de mon travail. Donc c'est intéressant.
En fait, souvent quand j'ai ces conversations-là, ce qu'on me dit, c'est que dans les formations plus professionnalisantes, tu as des connaissances pratiques plutôt que des connaissances théoriques. Mm. Compétences pratiques plus que compétences théoriques. Là, c'est un autre sujet, c'est vraiment la formation humaine que les gens ont dans des formations d'ingénieurs. Oui, mais quand tu es on va dire en formation courte, bah t'apprends à coder. Ça, par contre, coder, je le savais. Je codais aussi vite, voire sur certains sujets, je codais plus vite que des jeunes ingénieurs. Mais derrière, tout ce qui était le projet en lui-même, comment on allait vers ci ou vers ça, certaines phases du projet, je connaissais pas et je devais apprendre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé, franchement, commencer en ESN, ça m'a permis de monter en compétence là-dessus. D'accord. C'est ce qui m'a permis et après de commencer. Et en plus, on me laissait me tromper. Mhm. Donc c'est quand même bien aussi parce que t'as pas toujours l'occasion de te tromper. Est-ce que c'est vrai qu'en client final, quand même, c'est un drame quand tu te trompes? Il y a beaucoup de clients finaux, c'est le cas. Alors, il y a une boîte où j'étais en client final et oui, ça a été le cas. Après, je sais pas si j'ai servi de fusible aussi, mais on m'a reproché de m'être trompée. Alors, voilà. C'est ça, c'est que les gens à qui tu travailles, ils savent pas comprendre pourquoi il y a une erreur et c'est plus simple de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Voilà. Alors qu'en ESN, a priori, quand tu fais une erreur, on sait pourquoi tu as fait une erreur, on sait le corriger ou refaire, quoi. Tout à fait. Et puis, de toute façon, t'as pas la science infuse, donc il y a un moment, il faut bien expliquer les choses et c'est pour ça, de toute façon, normalement, on est censé tous se tromper et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse. Mais le but, c'est pas d'appuyer parce que tu t'es trompé, c'est plutôt de t'aider pour résoudre l'erreur et progresser. Et certains ne le laissent pas, cette chance-là. Ou alors te le reprochent, ou alors te demandent comment toi tu peux t'améliorer, au lieu de dire comment nous on peut t'aider à t'améliorer. Ouais, ça c'est lié à la compréhension des projets informatiques dans l'entreprise. Oui. Du moins à la perception de l'informatique, la compréhension de l'informatique, la culture digitale de l'entreprise, j'ai envie de le mettre, la culture digitale. Et pas culture numérique. On n'est pas d'accord sur le sujet. Ah, non mais c'est marrant. Pas proctologue ni pianiste, monsieur. Tu sais que j'ai vu des boîtes où les équipes digitales en vrai, c'est leur nom, je peux pas déformer. Ils ont imprimé et distribué des stickers que tu pouvais coller derrière ton smartphone en disant je suis pas en train de jouer, je suis en train de travailler. Parce que c'était vraiment mal vu d'être sur son smartphone dans l'entreprise. Les gens disaient il est en train de faire du Candy Crush. Alors que non, il est en train de faire ses emails. Juste, il a pas envie de sortir son PC pour faire ses emails, tu vois. Et donc voilà, bon bref. Et c'est un vrai reflet, je pense, du client final, parce que OVH, c'est pas un client final. Non. OVH, c'est un éditeur de solutions numériques. Oui. Pour pas dire que c'est un éditeur logiciel, parce que c'est pas un éditeur logiciel, non. Mais c'est un prestataire de service, comme on dit. Oui, mais bon, comme nous, on est plus, on fait le logiciel de nos produits, donc on est un peu, du moins dans mon équipe, on est un petit peu à part en fait, parce que on fait on a notre propre produit, over the box, on fait le logiciel qui est dedans, on fait notre interface, on fait donc c'est pour ça on est un prestataire, mais on est un petit peu particulier sur certaines parties dans la boîte. Donc, parce que les interfaces que tu fais, elles sont utilisées par des particuliers, par du grand public. C'est pas forcément que du pro, comme ça peut être le plus souvent sur les produits OVH. Ça peut être du pro comme du particulier, en fait. Ça peut être aussi bien par du Air France, par exemple, ou par moi, par mes collègues, par des gens qui ont besoin d'agréger leur ligne internet. Donc voilà, on a vraiment un public assez large. Donc on essaie de faire au mieux aussi, de proposer des solutions qui répondent au mieux aux besoins. Donc, Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu es là? Et qu'est-ce qui va encore changer, tu penses? Qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, le premier truc qui a beaucoup changé depuis que j'ai commencé, c'est la présence d'Internet.
Quand je dis à mes collègues que moi j'ai appris l'informatique dans les livres, ils rigolent. Sauf qu'il faut que je rappelle quand même que j'ai commencé l'informatique en 96 et que Internet commençait à peine. Donc quand on voulait apprendre à programmer, la plupart du temps, on s'appuyait sur les livres. Donc oui, il me reste encore des livres qui datent de cette époque-là. J'avais un moment un livre, ça s'appelait Java 1.1. Et tu sais que j'ai appris avec des livres aussi. Enfin, les gens, j'ai d'abord eu un ordinateur, puis ensuite on a eu un modem et on a eu du 56K. Et c'était de Internet avec des forfaits heures. Oui. Donc, je les avais pas forcément. Genre, j'avais le droit d'aller sur 1 heure sur Internet. Ouais, moi j'ai eu, ça a commencé. On a d'abord eu, il y avait le Minitel. Ensuite, sur les ordinateurs, tu avais les émulations de Minitel sur l'ordinateur. Je me souviens de l'ordinateur de la maison qui était tiré à maximum pour atteindre la ligne téléphonique, parce que l'ordinateur était dans ma chambre, mais la ligne téléphonique était dans la chambre de mes parents, donc on tirait l'ordinateur au maximum pour pouvoir brancher, pour faire les inscriptions, tout ça. Donc il y a eu ça. Donc vraiment la prédominance d'Internet, moi je trouve que ça a été vraiment. J'ai adoré les débuts d'Internet. Tu te rends compte quand j'étais ado, j'ai eu le droit de tirer un RJ45 jusqu'à ma chambre pour avoir un ordinateur dans ma chambre. Et genre, il y avait un câble RJ45 qui suivait toutes les plantes et il y avait des trous dans les murs et tout. Le câble faisait 15 mètres. Ah non, mais. Il n'y avait pas le Wi-Fi, quoi. Hein. Non, ça a été une belle révolution. Un autre truc aussi, quand j'ai commencé, j'ai monté mon premier ordinateur. Quand je commençais en BTS, qu'on avait un vieux 486 monobloc, donc quand j'ai commencé en BTS, j'ai monté mon premier ordinateur. Donc comme j'étais sur Paris, c'était sympa d'aller dans la rue des commerçants de matériel informatique et tu choisis toutes tes pièces et puis on te dit c'est pour ton c'est ton copain qui va monter l'ordinateur. Non, c'est moi. Et puis là tout de suite super, une fille qui monte un ordinateur. Oh c'est trop bien. Alors tu faudrait que tu prennes ça et puis ça. Est-ce qu'ils ont essayé de te vendre des cartes graphiques roses ou non. Ça va, à l'époque c'était pas comme ça? Non, c'était pas comme ça. Non, au contraire. Maintenant, faut mettre du RGB. Hein. Ouais, mais quand je vois maintenant la taille des cartes graphiques, j'ai peur, donc parce que ça fait longtemps que je monte plus d'ordinateur, par contre. Ça, c'est le truc que j'ai arrêté. On en a acheté une au bureau et effectivement, la carte graphique elle est gigantesque. Ah ouais, non, mais j'en parlais avec mes collègues l'autre fois, ils me parlaient des nouvelles cartes graphiques. Mais ça rentre pas, ça, dans mes micro-tours que j'avais à l'époque. Il y a des tours en micro ATX ou même des formats plus petits où tu peux mettre genre la carte graphique à l'horizontale ou à côté. Enfin, pour pouvoir faire un ordinateur sur 5 litres, c'est le Small Factor PC. Ouais, d'accord. En fait, franchement, il y a un subreddit SFPP, SFFPC, Small Factor PC. Incroyable. Moi, je le regarde juste parce que c'est beau. Ouais, c'était les débuts aussi du water cooling dans les ordinateurs où ça faisait des trucs qui mettaient des LED. Enfin bon, il y a eu une belle période à ce moment-là. Donc ça a été vraiment quand j'ai commencé, c'est tout ce qui a vraiment progressé très rapidement. Donc tu avais les processeurs qui sont montés très vite, la RAM, le disque dur, tout ça. J'ai vu tous ces changements-là. Et donc, ce qui a changé, ce qui va changer, comme je disais au début, je pense qu'il y a des sujets qui vont revenir, c'est cyclique, comme il y a eu le serverless, le container, les machins. Pour moi, je pense que c'est des trucs, c'est cyclique, ça revient. Mais le conteneur, c'est passé, non? Oui et non. Ouais, non. Ouais, nous on met tout dans des conteneurs, donc. C'est rigolo parce que, en fait, j'ai essayé d'expliquer récemment à quelqu'un c'était quoi, comment on faisait avant la virtualisation pour mettre plusieurs applications sur les serveurs ou déployer des applications sur les serveurs. Et expliquer en quoi c'était quoi la différence entre la virtualisation et ce que vendaient les technos de Marc Andreessen notamment à l'époque. Et j'ai pas trouvé d'autre mot que conteneur en fait. Hein. Bah oui. Et oui, ils vendaient des conteneurs en 1990 quoi. Yeah, mais c'est à faire du multi-tenant. C'était affreux. Donc ouais, je pense qu'il y a des sujets, ça revient. Après, t'as les guerres des frameworks. Il y a une époque, c'était C++. Après, ça a été C++, Java. Après,
Du moins les langages, tout ça, il y a toujours eu un peu la guerre. J'ai l'impression d'avoir fait la guerre en fait. Non, non, mais disons que quand t'as commencé il y a pas mal d'années, quand tout ça, c'est et même j'étais pas dans les premiers non plus, donc. Mais tu vois qu'il y a des choses qui reviennent, des débats qui reviennent. Aujourd'hui, ça te stresse pas si tu connais pas la dernière version d'Angular, Non. quoi. Non, en fait, je panique Est-ce que tu pas. as suivi entre Angular et AngularJS, Angular et AngularIO? T'as suivi ou pas? Alors, j'ai fait de l'AngularJS, j'en fais toujours. J'ai essayé de faire de l'Angular. J'ai complètement zappé Angular parce que j'accrochais pas. J'avoue que surtout quand il y C'est a si eu différent que ça que par rapport à AngularJS? j'ai trouvé qu'il y avait des différences. C'était surtout quand j'ai essayé de passer une appli d'AngularJS en Angular, il y avait des choses que j'arrivais plus à refaire et ça m'a pas stressé, mais ça m'a gavé en fait. Ça t'a contrarié. Non, ça m'a gavé. Ça, au bout d'un moment, quand j'y arrive pas, ça me gave. Ça, donc j'ai envoyé bouler. Et non, j'ai trouvé qu'ils avaient compliqué beaucoup de choses que je trouvais plus simples à faire en AngularJS. J'ai eu la même sensation avec Rails une fois. J'avais fait un petit truc, j'avais fait un petit projet avec Rails et on avait décidé que ce serait un micro-framework, un microservice et que du coup on rajouterait pas de feature dessus et qu'il resterait tout seul. Et puis il y a un moment où en fait il fallait le faire monter de version de Rails et j'avais pas envie d'apprendre la nouvelle version de Rails parce que j'avais plus envie de faire du Rails. Du coup, au bout d'un moment, Clever a juste déprovisionné la machine. Ils nous ont envoyé un message en disant les gars, on peut pas laisser la machine, c'est une passeur en termes de sécurité. On a fait, Ah ouais, mais il y a des fois le changement de version, ça peut faire des grosses cassantes. Et quand t'as déjà ton truc, t'avais déjà réfléchi comment t'enchaîner tes écrans, t'affichais des modales, pas des modales, tout ça. Et que là t'y arrives pas et que ça passe pas et qu'il faudrait réécrire le truc. Je l'ai réécrit parce que j'avais fait un cours dessus, donc j'avais dû réécrire mon tuto. Mais ça m'a saoulée. J'étais non, c'est et pas puis, possible que ce soit devenu aussi compliqué juste pour passer le paramètre à la modale pour qu'elle le renvoie après. Non, c'est pas normal. Donc il y a aussi l'impression aussi, moi j'avais pas envie d'apprendre la nouvelle version de Rails, j'avais l'impression que c'était pas juste apprendre un nouveau framework, en fait, fallait réécouter les fondateurs du framework qui t'expliquent qu'on avait fait le web de mal depuis 20 ans et qu'il fallait tout refaire autrement aujourd'hui. J'avais pas envie de prendre cette leçon-là. Et Est-ce que c'était un peu ça aussi avec Angular ou pas? bah oui, en plus le fait qu'ils aient passé tout sous TypeScript, moi j'ai pas TypeScript, j'accroche pas. Déjà, je trouve ça assez proche de Java et comme Java, je veux plus en entendre parler. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc le fait de passer sous TypeScript, j'avais trouvé que ça compliquait les choses. Ils avaient rajouté des couches qui compliquaient les choses. Donc depuis, j'ai testé React. J'ai pas accroché. Je trouve que c'est un peu le bordel. Mais ça, c'est un avis personnel. J'aime pas trop mélanger les choux et les carottes, donc voilà. Ah, t'aimes pas le JSX? Non, j'aime pas le JSX. C'est ok. Du coup, tu préfères Vue? Ouais, j'adore Vue. Parce que Vue, les choux et les carottes sont pas mélangés, quoi. Non. Quand tu dis choux et carottes, c'est le CSS, le HTML et le JavaScript. On est d'accord? En fait, c'est de faire de l'HTML mélangé dans le JavaScript. J'ai un peu de mal, j'avoue. Pourtant, quand on faisait du PHP, c'était pas forcément mieux. Hein. J'en ai pas fait des masses du PHP, en fait. J'ai jamais fait de PHP? J'en ai fait un petit peu, mais très peu, en fait. Vraiment, quand je suis obligée. J'ai un jeu avec Java. C'est pour les gens qui, comme moi, ont fait du Java avant. Est-ce que tu saurais deviner quelle est la version de Java, la dernière? Oh, vas-y, mais ça va être chaud. Hein. Vas-y, donne un chiffre au pif. Je l'ai fait hier soir avec une bière, du coup, je sais pas. Attends, moi, je me suis arrêtée à la version 7, donc ouais, Java 7 ou Java 8. La dernière version, ce serait laquelle? Alors, normalement, la dernière version, je crois que c'est 14 ou 15. C'est bien la 16. Hein. Ou 16, voilà, 16. La 16. Hein. Ouais. Moi, j'avais raté ce moment où ils sont passés en release régulière. Bah, en fait, non, si, je les suis. Ça, j'avais vu. Mais comme j'avais décidé de m'arrêter à Java 7, j'ai arrêté de compter après. Moi, je faisais du Java pour faire l'Android. Du coup, bah, en oui. fait, déjà, quand tout le monde faisait du Java 8, je faisais encore du Java 6, quoi. Oui. Et donc, du coup, j'ai l'impression de pas être concerné par les nouvelles versions de Java. Mais ça arrivera jamais sur Android. Ah non, mais c'est Java 16, ouais, ils sont passés à une régulière. Voilà. Mais
Java, ouais, je te dis, déjà, je me suis arrêtée à la 7 et encore, j'ai fait la 7 sans utiliser trop les génériques. Donc, pour te dire que... voilà. Ah ouais. Ah ouais, les génériques, les lambda, expressions et tout ça, j'ai pas... Quand tu passes du C++ au Java, déjà, tu as l'impression d'avoir moins de choses, non? Oui. Parce que Mais ce au que je moins, t'ai il épaté, y a un truc qui est bien quand même quand tu passes du C++ au Java, c'est que tu oublies l'héritage multiple. De toute façon, on t'apprend en pro que tu ne fais pas d'héritage multiple parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ouais, n'a mais de compris manière, comment ça fonctionnait de manière générale, donc interdiction de faire de l'héritage multiple. en fait, à la fin de la journée, on t'apprend, quand tu lis le bouquin des design patterns du Gang of Four, on t'apprend que l'héritage c'est mal, il faut faire la composition. Et si l'héritage c'est mal et qu'il faut faire la composition tout le temps, ça sert à quoi de faire la programmation objet? Pourquoi on ferait pas la programmation fonctionnelle? Non, mais ça a été assez rigolo, ouais, quand j'ai commencé à faire du C++ en entreprise. Quand j'ai commencé à poser des questions, donc on fait de l'héritage, oui. Ouais, mais on fait de l'héritage multiple ou pas? Ah non, ça c'est interdit. On ne fait pas d'héritage multiple parce que personne ne comprend comment ça fonctionne. J'ai trouvé ça. Genre, ça m'arrange parce que c'était vraiment la partie assez chiante à faire. Donc, parce que moi j'avais appris à l'école l'héritage multiple, mais Bah ouais. en même temps j'avais appris le C++ pour faire de l'objet. Je trouvais que l'approche qu'on avait fait à l'école était sympa parce que on avait appris en fait à faire de l'objet en dessinant des ronds sur le terminal, en dessinant des ballons qui montaient et ça permettait en fait de faire de l'objet. Est-ce que tu as fait des cartes CRC? Les cartes, non, ça me dit rien. Je suis sûr que tu as imaginé des vraies cartes comme les cartes perforées. Ouais. Faire les cartes CRC, c'est une méthode de conception. Je l'ai vu une fois en cours, j'ai jamais retrouvé une entreprise où ils l'utilisent. Genre, je cherche. Je cherche. Le jour où je trouve une entreprise où ils font des cartes CRC, je pense que je ferai un article de blog, un reportage, peut-être je prends une Non, j'ai fait des cartes, mais des cartes électroniques. J'ai fait du Z80 et du 6800, 6809. Non, mais c'est des fiches en papier, en fait. Bah oui. En fait, si tu veux, l'idée, c'est de faire un jeu de rôle avec tes objets, et tes objets, ils ont des fiches en papier. Voilà. Et tu les mets sur le mur, et tu leur fais parler les uns avec les autres. C'est pas des post-it, ça? C'est pas la post-itoire Il y a un codage autour des cartes. Ah ouais. Ok, c'est cool. C'est quoi l'ingrédient du secret? C'est quoi l'ingrédient secret pour être heureux d'après Stéphanie Malik? On est en train d'écrire un livre qui s'appelle Wheel of Daisy Handbook, guide ultime pour être heureux dans l'IT. Si on te cite dans ce livre, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, pour être heureux dans l'IT, pour moi, faut pas rester sur ses acquis et se dire que, il faut pas paniquer quand ça change. Et se dire que on peut toujours apprendre. Moi, je sais que j'adore apprendre. J'apprends plein de choses. En ce moment, j'essaie d'apprendre le micro-Python et l'électronique, pour te dire. Ouais, je pense que pour être heureux, faut aimer ce qu'on fait. Et quand ça nous plaît plus, on change. Voilà, c'est... de toute façon, on trouvera toujours quelque chose pour s'éclater dans notre métier. Il y a des technos qui sont sympas, il y en a d'autres qu'on peut ne pas apprécier. Mais comme il y en a des sympas, on peut toujours changer. Là, aujourd'hui, tu fais du front. Si demain, tu changes de métier, demain, t'en as marre, t'es lassé, qu'est-ce que tu veux faire en premier? Fabriquer des robots. Tu veux fabriquer des robots? Ouais. Tu voudrais faire ingénieur embarqué? Non, pas ingénieur embarqué. J'aimerais bien, en fait, parce qu'il y a un sujet sur lequel je m'éclate pas mal, c'est faire des ateliers d'apprentissage de programmation pour les enfants. Et j'aimerais bien, si je devais changer, c'est pouvoir trouver une solution pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes leurs robots, sans que ça coûte trop cher. C'est un sujet. Il y a déjà les petits Lego, mais c'est pas. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Moi, je joue pas mal avec un bras robotique là, le Nirayo. Ouais, mais moi je joue pas mal avec les cartes microbit qui sont faites par la BBC. Et en fait, tu peux connecter dessus pas mal de matériel et j'aimerais bien pouvoir fabriquer des robots là-dessus et pouvoir. Faire des robots en microbit. Ouais. Moi, j'en ai quelques-uns, mais j'aimerais bien essayer d'arriver à une solution où tu peux le faire évoluer, en fait. Parce que la plupart de ceux que j'ai, ils peuvent pas évoluer beaucoup, donc excuse-moi. T'inquiète, c'est la fin de Voilà.
doivent pas évoluer beaucoup aujourd'hui. Non. Ok, c'est cool. En vrai, je suis super content de ce qu'on a dit aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot, tu veux prendre le mot de la fin? Bah, éclatez-vous dans ce que vous faites. Il y aura toujours de quoi s'éclater, c'est ça qui est bien. Ok, c'est super cool. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Pensez à répondre à l'enquête et à faire Elle la est très promotion intéressante, cette enquête. Répondez-y. Et abonnez-vous sur YouTube. Il y a des podcasts vidéo qui arrivent sur YouTube. On en a déjà diffusé un, deux. On va en retourner d'autres. On est en train d'améliorer le studio d'enregistrement au bureau encore. On va changer le logo, etc. Donc, il y a beaucoup de contenu qui arrive. Abonnez-vous sur YouTube et mettez ce podcast en favori. À bientôt. Au revoir. Au revoir.